Eh bien, bonsoir à tous dans ce 22e épisode de l'Entourage du Bitcoin, avec ce soir Fanny et John Chain, et Guillaume, si nous rejoint. Ce soir, on va parler de la guerre froide des implémentations Lightning. J'ai nommé A5, C Lightning et LND. Ensuite, on parlera de Wasabi et du claim de Chain Analysis, sur le fait qu'ils auraient démixé des coins Chain Wasabi. Et enfin, quand Guillaume sera avec nous, on parlera de l'influence des fondations et des grosses entreprises sur Bitcoin et son écosystème. Alors, on va commencer tout de suite du coup sur la guerre qui se voit un petit peu les différentes implémentations Lightning. D'un côté, on a LND de Lightning Labs, qui est un peu le truc de référence globalement le plus utilisé pour les nœuds de routage, tout ça. Et de l'autre côté, on a C-Lightning de Blockstream et Eclair de A5. Euh, Ça date pas d'hier, mais depuis quelques jours, il se tire un peu, il se tire un peu des tweets sur Twitter, des petites piques, tout ça. Du coup, on a estimé que ça pouvait être pas mal de clarifier un peu la situation, quelles sont ces différentes implémentations, etc. Et voilà, John, si tu veux dire quelque chose par rapport à ça. Ouais, je vais compléter en remettant un peu de contexte, puisque des implémentations Lightning, il y en a un peu plus de trois, mais les trois majeures, donc tu les as citées. Donc il y a Lightning Labs qui développe LND, Blockstream qui développe C C-Lightning. Lightning et A5, qui est une boîte française, développe Eclair. Donc par rapport à ce que tu disais, je pense que l'implémentation la plus présente, en tout cas la plus visible, c'est probablement celle de Lightning Labs, notamment parce qu'on les voit souvent enfin, on les voit dans les nœuds Umbrel et pas que, et que ça s'installe assez facilement et que il y a beaucoup d'outils qui sont autour, donc il y a quand même un écosystème qui est assez intéressant. Par contre, celui qui est peut-être vraiment le plus présent, c'est probablement celui d'Eclair d'A5, puisque ils offrent un wallet qui s'appelle Phoenix, qui est pour moi, enfin, le meilleur wallet mobile. Et dedans, donc, il y a un petit nœud éclair, et donc c'est probablement enfin, celui qui est le plus présent dans le réseau. Et c'est également enfin, A5 a le plus gros nœud du réseau Lightning. Donc, enfin, du coup, c'est le nœud A5. Alors, j'ai pas le nombre de Bitcoin qu'ils ont en routage, mais je pense que c'est vraiment le plus gros présent. Et Bah, ouais. Je veux juste dire, en capacité, ils doivent être dans les 250 bitcoins sur leur nœud. ouais, Après, c'est pas. ouais. Et donc les autres, enfin, moi qui ai expérimenté donc, enfin les deux implémentations, donc LND et C-Lightning, effectivement, C-Lightning est peut-être plus adapté pour faire du pur routage côté serveur, effectivement. Et qu'est-ce que je voulais dire? Bah, je pense que c'était déjà pas mal. Et donc la Mais petite guerre, ouais. ouais, ouais, vas-y, vas-y. La petite guerre en fait qu'il y a, c'est que en fait, contrairement à Bitcoin, Lightning en fait n'a pas vraiment de consensus. Il y a, on va dire, des fonctionnalités qui sont obligatoires et puis d'autres qui sont optionnelles. Et donc chacun peut développer un peu sa vision de Lightning. Et donc typiquement, par exemple, A5 va développer une vision plus centrée sur les terminaux mobiles, comment améliorer leur capacité à pouvoir faire des paiements rapidement, etc. Et Lightning Labs, eux, ils ont plutôt développé des solutions autour du comment euh, offrir de la liquidité aux différents nœuds LND. Et Blockstream, ils ont un peu cette même vision, sauf que Lightning Labs, comment dire, en fait, ils développent leurs propres solutions qui sont globalement fermées, mais qui sont Décentralisé. ouais, qui sont fermées et centralisées, mais qui sont prouvables on-chain. Enfin,
Ouais, on-chain, on peut le dire, ouais. Et alors que Blockstream, eux, ils ont une solution qui est beaucoup plus ouverte et qui ne dépendent pas du tout d'eux. Donc ça, c'est plutôt c'est assez intéressant. Et qu'est-ce que je voulais dire? Donc là, il y a enfin, en fait, il y avait sur le repository de Lightning Labs, et quelqu'un qui avait demandé à ce que Lightning Labs donc, commence à travailler sur ce qu'on appelle Bol 12, qui en fait une sorte d'amélioration sur bah, les factures Lightning pour permettre notamment des factures réutilisables, alors qu'actuellement, lorsqu'on émet une facture, elle est utilisable qu'une seule fois. Donc là, ce serait de la faire de pouvoir la réutiliser. Donc il y a eu un certain nombre de réponses. Et il y a eu une grande réponse d'un des lead développeurs de Lightning Labs qui s'appelle Alex Bosworth. Alors il a fait une longue réponse, mais il l'a introduit d'une manière très malhabile en disant en gros que c'était eux qui étaient le plus présents sur le réseau. Enfin voilà, il a fait une critique un peu acerbe parce que Blockstream semblait présenter ça comme une évolution du protocole, et alors que le développement autour de Lightning est un peu plus compliqué que ça. Donc il a fait une critique en disant bah en gros vous vous êtes tout petit et puis nous on a le plus d'utilisateurs. Donc voilà, ça avait commencé comme ça, et là bah du coup Lightning Labs a pas, enfin Blockstream a pas du tout aimé. Donc le développeur Rusty, attends, comment c'est, tu te rappelles, c'est Rusty's Post-it Twitch. ouais, et qui pousse Bol 12 côté Blockstream, a pas du tout aimé ça, et A5 a du coup a rebondi là-dessus. Donc je sais pas si quelqu'un pourrait remettre les tweets en question Ouais, je fais ça. en disant que c'était pas du tout comme ça qu'était conçu le co-développement de Lightning. Puisqu'en gros, sur Lightning, il faut comprendre que si une implémentation veut rajouter des nouvelles fonctionnalités au sein du protocole Lightning, bah, il faut qu'il commence à développer ça de son côté, après qu'il crée les spécifications, et qu'à partir de ces spécifications, d'autres implémentations puissent recoder de leur côté pour que ce soit interopérable. En gros, c'est un peu ça, quoi. Et donc, normalement, ça fonctionne vraiment. Enfin, il faut vraiment qu'ils puissent travailler ensemble, sachant que chacun en fait a une vision de Lightning qui est différente, ce que j'avais expliqué un peu plus tôt. Et donc là, on se rend compte qu'il commence à avoir un peu de grippe là-dessus, quoi. Ouais, et c'est vachement rebondi, ça a vachement rebondi sur le fait que Lightning Labs propose des solutions vachement centralisées pour tout ce qui est problématique de liquidité, acheter des channels, c'est tout, avec leur solution Pools, Loop, etc. Tandis que les autres implémentations, un peu moins, essaient de faire des trucs un peu plus natifs, comme les offers et les ads de ces Lightning, et même plus de ces Lightning. Et ils ont été assez critiqués là-dessus. Et ils ont aussi, enfin, Alex a aussi vachement été critiqué sur, pour une fois, sa boss score list, là, qui est en fait en gros, un classement général qui maintient de tous les nœuds du réseau. Et on en a déjà parlé ici, mais c'est vachement obscur enfin, comment ils calculent ça. Il y a le nœud d'A5 qui est quand même le plus gros nœud du réseau qui apparaissait pas. Mais, par contre, je viens de lire, et ça je ne le savais pas, de Rosebif, que en fait, la boss list, elle n'existe plus, enfin, entre guillemets, elle n'existe plus, et puis ils ont tout transité vers la liste officielle, entre guillemets, sur Lightning Terminal. Ouais, Où mais là, c'était. aussi, A5 apparaît. Mais en fait, ouais, je vois, mais c'est parce qu'en fait, la ligne terminale, son premier objectif, c'était de pouvoir aider les nœuds de routage, etc., de pouvoir bah, débugger un petit peu bah, leur, l'efficacité de leur propre nœud. Donc, c'était une reprise globalement de la Boss Score, mais c'était toujours aussi fermé, hein. Et Et c'est la même, apparemment, juste ils ont optimisé le truc, ils ont changé un peu ouais, non, les c'était pas, non, calculs. c'est pas tout à fait la même. Ouais, voilà, c'est ça parce qu'en fait, moi, mon nœud, par exemple, il a jamais été dans la Boss Core List, mais par contre, dans Terminal Web, il était plutôt pas trop mal noté, donc j'ai jamais eu trop d'explications là-dessus. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que cette liste, en fait, elle fait du probing, donc c'est-à-dire qu'en fait, elle sonde le réseau, et pour sonder le réseau, eh ben, il faut envoyer des paiements
sur chacun des nœuds, chacun de leurs canaux, pour essayer d'estimer la répartition de la liquidité. Sachant que sur Lightning, donc on a des canaux publics donc, qui sont annoncés dans le réseau Lightning, et on a des canaux dits privés, donc qui en fait ne sont pas privés, mais ils ne sont pas diffusés dans le réseau Lightning. Et donc les canaux publics, en fait, on connaît d'eux uniquement leur capacité globale, mais pas la répartition des fonds. Et donc la sonde, elle va tenter de déterminer cette, cette liquidité qui est normalement privée, quoi. Et donc alors on comprend que pour le pourquoi du comment, mais on trouve c'est pas, enfin, de la part de Lightning Labs, c'est pas terrible. Je veux dire, comme état d'esprit, c'est un petit peu bizarre. Et la liste de terminal, elle est entre guillemets open source ou alors c'est toujours propriétaire, Ah ouais, non, non, fermé? non, Lightning Terminal est complètement fermé, et on a une autre app qui s'appelle LN lnrouter.app, Router, ouais, j'ai vu ouais, qui celle-là aussi. tente en fait, de reverse engineering la méthode de calcul, avec plus ou moins de succès, quoi. Mais voilà, Ouais. c'est toujours cet esprit un peu fermé, pool également, donc qui est une sorte d'échange en fait de liquidité, également fermé. Voilà, enfin, il y a tout un esprit qui est vraiment. Et en fait, pourquoi ils font ça? Parce que ça, c'est leur business en fait à Lightning Labs. Eux, ils vendent en fait des services au-dessus de Lightning. Alors que Blockstream, ce qui est intéressant de voir, c'est que eux, leur business, enfin, c'est plutôt de vendre du service sur Liquid. Et donc, en fait, eux, voilà, ils développent quelque chose de totalement ouvert sur Lightning. Et donc, voilà, ils ne cherchent pas à monétiser ou quoi que ce soit. Ouais, Ah, et c'est que les buts sont assez différents, quoi. Lightning Lab, c'est vraiment leur business, ils ont besoin de se faire quand même de l'argent avec, alors mm, que Blockstream, enfin, ils ont plein d'autres business à côté qui leur apportent suffisamment. Du coup, l'implémentation Lightning, le mm, but premier, c'est pas d'être rentable. ouais. Mais à côté de ça, tu as A5 qui, eux, pour en avoir parlé avec eux, eux, entre guillemets, ils se rémunèrent un petit peu sur la partie Phoenix, sur donc les frais d'ouverture, etc. Mais globalement, ils n'ont pas et ils le disent, hein, ils ont pas de business rentable, et ils étudient encore comment ils peuvent se rémunérer dessus, quoi. Donc, effectivement, le sujet, il est de toute manière très compliqué. Je trouve quand même que l'approche de Lightning Labs est un peu, voilà, pour moi, elle pose un peu question depuis longtemps. Et le fait de pas, enfin, je comprends qu'ils peuvent pas travailler sur toutes les fonctionnalités, y compris Bolt 12, mais il y a des choses sur lesquelles ils auraient pu avancer, notamment sur Keysen. Donc Keysen, ça permet d'envoyer des paiements sans facture. Donc ça, c'est quelque chose enfin, vous l'avez peut-être reconnu notamment avec la messagerie de chat sur Lightning Sphinx. Donc ça utilise Keysen, et qu'ils ont transformé et un petit peu recodé avec ANP. Et c'est pas, enfin, ils tentent pas de l'ouvrir suffisamment pour que ce soit intégré sur d'autres implémentations. Donc je trouve que c'est un peu, voilà, ils font leur truc de leur côté, ils jouent sur un peu leur masse critique sans tenter voilà, de pouvoir travailler avec les autres implémentations. Je trouve que c'est un petit peu dommage. Enfin, en tout cas, c'est la vision que moi j'en ai, quoi. Ouais, et enfin, j'ai vraiment l'impression que c'est assez spécifique à Lightning Labs de faire ça parce que chez A5, ils bossent quand même vachement sur les spécifications globales ils font des updates, etc. Chez Blockstream, enfin, c'est Lightning, ils font à peu près la même chose, ils essaient de pousser leur truc chez les autres, alors que Lightning Labs, ils font vraiment tous les trucs de leur côté, AMP, Google, machin. Et au final, j'ai pas enfin, j'ai l'impression que pour eux, c'est vraiment une concurrence d'implémentation, alors que pas forcément, quoi. C'est pas comme ça qu'on va aller. Mm. Ouais, Fanny, Ouais, vas-y, tu. ouais. Lightning Labs, c'est les seuls qui peuvent se permettre ça, en fait. Effectivement, John, tu l'as mentionné, c'est les seuls qui ont une masse critique je balance un chiffre au hasard, mais à mon avis, il n'est pas trop éloigné. Il doit avoir 90% des nœuds publics du réseau. Effectivement, si on prend en compte les nœuds privés, donc c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de canaux publics, A5, enfin Eclair doit être en bonne position grâce à tous les nœuds Phoenix. Mais c'est vrai qu'ils tirent vachement parti de ça. Et en fait, là, aujourd'hui, ça a refait surface, et notamment autour de toutes les questions
de nouvelles features sur Lightning, donc avec Bolt 12, etc. Qui est en fait la problématique, c'est que c'est quelque chose qui est priorisé, enfin qui est plutôt haut sur la liste de priorité de Eclair et de Sea Lightning, mais qui est pas priorisé pour l'instant côté Lightning Labs. Mais en fait, c'est beaucoup plus ancien, c'est-à-dire que Lightning Labs, il y a certaines parties où ils sont pas à strictement parler conformes à la spécification, ce qui quand même peut être problématique, et ils peuvent se permettre de le faire parce que justement, ils ont une telle masse critique d'utilisateurs que finalement, bah, c'est plus aux autres implémentations de s'adapter avec ce fait que à eux de s'efforcer d'être absolument spec compliant. Donc, alors après, c'est léger, hein. Globalement, ils sont quand même conformes à la spec, mais c'est sur des points un peu subtils qu'ils ne sont pas nécessairement à 100%. Et, euh, et voilà, c'est comme tu l'as dit, John, c'est vraiment eux, c'est une approche très business. Sea Lightning, initialement, le but avec Sea Lightning, c'était de créer une implémentation canon, donc c'est-à-dire qui soit un miroir de la spécification. Donc c'était vraiment presque un projet de recherche. Et Blockstream, clairement, je pense qu'ils n'essayent pas de gagner de l'argent avec. Et Eclair, effectivement, très centré plutôt sur de l'efficacité, quoi, avoir des nœuds robustes, etc. Et d'ailleurs, on le voit aussi avec une autre discussion qui a fait surface là sur la taille de la database des nœuds là, qui est un problème sur LND parce qu'effectivement, ça grandit de manière très rapide. Quand quelqu'un gère un nœud avec beaucoup de canaux, ça a tendance à commencer à grossir très vite, ce qui n'est pas forcément le cas sur d'autres implémentations. Donc, des différences d'approche, quoi, et qui datent pas d'hier, quoi, je pense. Ouais, mais j'ai l'impression qu'ils se reposent quand même vachement là-dessus, alors que, enfin, en étant chez Umbrel, je vois quand même vachement de gens demander ces Lightning, etc. Et je pense que une fois qu'Umbrel, par exemple, aura rajouté ces Lightning et Eclair, ça pourrait vite bouger, quoi, parce que Umbrel, c'est quand même bien la moitié des nœuds publics. Enfin, ils resteront pas pour toujours l'implémentation utilisée par 90% des nœuds publics. Complètement. Et c'est très sain d'ailleurs, parce que là, à mon avis, pour que le process de développement de Lightning fonctionne bien, c'est crucial qu'il y ait que la part des implémentations principales soit à peu près bien répartie, quoi. Et qu'on n'en ait pas une à 90%, parce que sinon, effectivement, ils peuvent se permettre des largesses, quoi, sur tout ce qui est implémentation de la spécification. Alors que là, voilà, effectivement, ça va rebattre un peu les cartes. Et c'est bénéfique, même pour Lightning Labs, hein. Moi, j'aime beaucoup Lightning Labs. Je bosse avec LND tous les jours, etc. C'est pas le propos. Mais voilà, c'est intéressant comme développement, je trouve. Plutôt bénéfique pour tout le réseau, quoi. Ouais. Et moi, au niveau de l'approche de développement, vraiment, c'est Lightning qui commence à m'intéresser de plus en plus, parce que je suis pas d'accord forcément avec tout ce que fait Lightning Labs. Enfin, je passerai bien le cap un de ces quatre, quoi. Pas une fois que je l'aurai mis sur le Unreal. La seule chose, effectivement, c'est que sur LND, il y a enfin, beaucoup plus de développeurs qui développent au-dessus, et donc il y a moins d'outils sur Sea Lightning. Après, l'avantage aussi de Lightning, c'est quand même que ça fonctionne par plugin. Alors, c'est un avantage et un inconvénient, mais du coup, moi, je peux voir la différence. En gros, j'ai- c'est un peu plus simple pour moi d'avoir sur la partie outillage LND. Par contre, en termes de sauvegarde, etc., gestion du nœud, c'est plus simple d'avoir Sea Lightning, notamment la sauvegarde des bases de données, etc. Lorsqu'on a un nœud de routage, c'est quand même assez essentiel et c'est quand même bien plus simple avec Sea Lightning. Et puis surtout, enfin, je sais pas si tu as essayé, mais si Lightning propose le plugin CLPress, qui gère automatiquement les liquidités, les canaux et tout. Et Si elle bosse, ouais, ouais, bof. Pour l'instant, moi, j'ai bof. pas, voilà. Ouais, Si, j'ai vu plein de gens être satisfaits quand même sur Twitter, tout ça. ouais, je me motive. Soit je me débrouille mal, mais bof. Pour l'instant, Ouais. Pire pas pire que Autopilot. mais il n'y a pas de sujet, au pilote, personne l'utilise. Ouais. Mais tu vois, par exemple, il va rebalancer les fonds tout seul.
Et moi, quand je regarde, je suis en perte sèche dessus, quoi. J'ai un petit script Ouais, qui va aller après, récupérer enfin, ce qui réussit à me faire gagner et ce qui me fait payer et je perds globalement, quoi. je pense que si t'as une bonne config d'intervalle entre lesquels tu dois rebalancer sur un truc, ça doit bien passer. Mais tu vois, j'ai vu pas mal. Tu peux pas l'ajuster, tu peux pas ajuster, en fait, il est très, Ah, tu vois, tu vois. ok. Ok, bah, peut-être que ça changera. Parce que j'ai vu plusieurs personnes enfin, me demander de le mettre sur Umbrel, comme ça, à la limite, tu lances le truc, tu mets quelques fonds dessus, puis ça gère ta liquidité pour toi. Ce qui serait vraiment idéal pour les gens qui feraient tourner un Umbrel avec, qui veulent mettre quelques fonds sur Lightning, tu vois, sans plus. Donc, ouais. Ouais, Fanny, si tu voulais ajouter quelque chose? Non, mais je sais pas si c'était très intéressant, mais enfin voilà, juste pour souligner qu'effectivement, LND est vachement, de par leur approche business, en fait, ils sont effectivement, c'est vachement facile de construire des solutions, enfin, des applicatifs au-dessus d'un nœud LND. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ils sont utilisés relativement massivement par toutes les entreprises qui construisent sur Lightning des use cases, quoi. Euh, Mais oui, ce que je voulais dire, c'est que justement, je crois que, enfin, j'ai écouté une interview de Nifty, là, qui est développeuse chez Blockstream, et qui bosse sur C-Lightning, et je crois qu'ils vont bientôt release, ou bien ils ont release un plugin justement qui te permet d'interfacer plus facilement ton nœud C-Lightning avec des applications web, ce qui va permettre justement de booster un peu ce côté-là, côté C-Lightning, et de le faire rentrer un peu plus dans des applications business comparé à aujourd'hui. Ouais, mais ouais, c'est vrai que c'est Lightning pour le contrôler, ça passe forcément par du RPC en fichier, il me semble, pour l'instant. À moins que tu installes un plugin qui mirror un petit peu l'API de RTL. Mais, mais c'est pas fantastique, quoi. Alors que c'est sûr que si on réalise un plugin qui rajoute une API REST, un truc comme ça pourrait être pas mal. Bon, est-ce que quelqu'un a des questions avant qu'on passe au sujet suivant? Je demande tout de suite. N'hésitez pas, c'est en bas à gauche pour demander la parole. Des questions un peu plus larges au sens de Lightning, parce qu'on c'est vrai qu'on en parle de temps en temps, mais finalement pas si souvent que ça, quoi. Ouais, n'hésitez pas forcément sur Lightning. Allez-y, vous pouvez demander après. Et sinon, on va bientôt passer au prochain sujet. Et je pense qu'on va faire Wasabi, vu que Guillaume a pas l'air de venir pour l'instant. Je pense pas qu'il. Bon, bah, ok, on va passer à Wasabi. Alors, du coup, comme je l'ai dit tout à l'heure, apparemment, il y a Chainalysis, je confonds toujours avec Chainalysis, qui claimerait avoir réussi à démixer des conjoints Wasabi, du hack DAO, du hack DAO. Et j'avoue que j'ai pas plus suivi que ça, mais Laurent MT a fait un très bon thread que je vais vous mettre tout de suite. Et ouais, il faut savoir que, bah, pareil, il y a aussi un peu une confrontation permanente entre Samouraï et Wasabi, qui sont deux solutions pour faire du CoinJoin, pour mixer ses coins. Et du coup, toute la semaine, bah, c'est le côté Samouraï qui a repris en attaquant un peu Wasabi, etc. Ah bon, on a Random pour dire un petit mot de tête. Ouais, vas-y. Ouais, juste avant pour l'intro, enfin, peut-être que tout le monde n'est pas au fait, le hack DAO, c'était issu donc de la première DAO, première tentative de création de DAO sur Ethereum. Donc je crois que c'est en 2016, enfin j'ai plus exactement la date. Même si c'était non, je crois que c'était avant. Et du coup, en fait, il y a eu, enfin, il y a un hacker qui a réussi à exploiter un comportement du smart contract
et bon, voilà, il s'est tiré avec la caisse. Et on a eu un précédent sur Ethereum. On a fait un hard fork consistant en gros à annuler un peu ce hack. Et c'est là où s'est créé Ethereum classique. Donc le hacker, il a récupéré les fonds de Ethereum classique, pas de Ether. Et donc il n'y avait pas la même valeur. Et donc ouais, voilà, effectivement, dans l'article dont tu parlais, Younes, voilà, explique comment enfin, les coins ont été retracés. Et puis là, on va se focus sur comment Chainalysis en fait aurait. Enfin, c'est dans cet article que Chainalysis en fait annonce avoir démixé des coins de Wasabi. Et donc, sans dire plus de détails, hein. Et donc, c'est issu, donc, suite à ça, donc, les personnes donc, de Samurai Wallet, donc, comme tu dis, qui sont en forte opposition depuis de nombreuses années avec Wasabi, en très, très forte opposition même, qui a réussi à mettre la main sur la transaction en question et qui a montré comment, avec entre guillemets, un simple outil, donc sans les outils de Chainalysis, hein, donc avec l'outil OXT, qui a été développé donc par Laurent MT, que je voulais inviter et qui donc du coup, enfin pour ce space et du coup qui a pas pu, qui était pas disponible malheureusement, a montré qu'en fait avec ce simple outil, ben, on pouvait retrouver, enfin faire les liens entre les transactions avant le mix et après le mix. Donc je l'avais partagé. Si quelqu'un se sent d'humeur de retrouver le tweet de Il est... Samurai Vet, voilà, super. Donc c'est une Ah, vidéo en j'ai vu fait celui où de Laurent. voilà. Où en fait il y a une vidéo YouTube où il montre comment sur OXT, bah, comment il remonte les éléments. Et ce qu'il apparaît, c'est que, pardon, désolé. Euh, c'est pas facile. Attendez. C'est Il n'y a pas justement Laurent qui avait fait un tuto, enfin, il avait montré les fonds qui se déplaçaient avec le hack, etc. ici, c'est une vidéo YouTube où en fait justement ce qui montre, et j'ai réussi à le refaire de mon côté, c'est très simple de le refaire, hein, du coup ça nous apprend à utiliser OXT. Ce qui n'est pas forcément un outil Ouais, très simple à la c'est ce que manipulation, j'allais mais là, dire. du coup, on comprend voilà, comment, un peu comment ça fonctionne. Et du coup, ce qui apparaît, c'est que effectivement, Wasabi, en fait, il a un comportement un peu bizarre. Alors, c'est pas. Il y a débat de dire est-ce que c'est un bug ou est-ce que c'est un comportement normal et que ce comportement, c'est un problème de conception de Wasabi. Donc, je pense qu'on va pas rentrer trop dans les détails parce que c'est un peu trop complexe pour, enfin, en tout cas, c'est trop complexe pour moi. Mais en fait, qui montre qu'à un moment donné, lorsqu'on veut mixer, en fait, enfin, quand Wasabi veut mixer énormément de fonds, ce qu'il va faire, c'est qu'il va, euh, à chaque entrée du mix, en fait, il va envoyer en fait, le montant de la profondeur du pool. Voilà. Par exemple, si tu envoies 50, tu veux mixer 50 BTC et que dans ton pool Wasabi, en fait, il n'y a que des transactions qui sont de 0,5 par exemple. Donc, tu vas envoyer 0,5 BTC dans ce mix et le reste, tu vas le faire rentrer dans un autre mix au fur et à mesure. Donc, ce qu'on voit dans la vidéo de Samouraï, donc de Laurent, c'est qu'effectivement, on a en fait une suite de transactions, de grosses transactions qu'on peut suivre très facilement et qu'à un moment donné, en fait, on retrouve sur une même adresse une adresse de change et une adresse de change non mixée, une adresse mixée. Voilà, donc on arrive à faire les liens et on peut dire, ah ben, effectivement, ça appartient en fait, en tout cas, au même wallet. Et après, on voit que ça se barre donc sur un exchange. Donc, on arrive à faire le lien de cette manière-là. Et donc, alors que sur Samurai, l'exemple, en fait, c'est que effectivement, on ne peut pas facilement mixer 50 BTC. On a des pools de différentes tailles. Mais en fait, on va prendre les 50 BTC, on va les mettre dans une seule, en gros, dans une seule transaction. Puis après, on va les diviser dans plein de transactions de mixage et on fera toujours en sorte qu'elles ne seront jamais mixées en fait dans le même pool. Donc ça a fonctionné comme ça. Donc du coup, on n'a pas cette histoire d'adresse de change. Et en fait, le seul change qu'il y a, donc c'est celui de la première transaction. Lui, il est bloqué dans le wallet pour éviter justement que l'utilisateur en fait puisse mixer des coins non mixés et mixer, puisque ça c'est le truc le pire qui puisse arriver dans un mix.
Et c'est ce qui est visiblement arrivé sur Wasabi, quoi. Je sais pas si c'est très clair, mais en tout cas, voilà, c'était un peu l'idée, quoi. Ouais, c'est clair. Mais peut-être, en fait, je me rends compte qu'on n'a pas euh, expliqué ce que c'est un CoinJoin. Alors, je pense que les gens qui écoutent régulièrement le savent parce qu'on a déjà dû en parler. Mais peut-être rapidement pour si quelqu'un est un peu nouveau et pas forcément familier avec le concept, un CoinJoin, l'idée, c'est simplement de prendre des morceaux de Bitcoin, donc des UTXO qui font tous la même taille, donc le même montant, et avec d'autres personnes, avec ceux d'autres personnes, et faire une grande transaction avec tout ça, donc avec des UTXO d'autres personnes, de sorte que en sortie de transaction, ça soit impossible, puisque tout a le même montant, de savoir qui récupère quel UTXO, quel output en sortie. Donc ça, c'est vraiment le principe de base des CoinJoin. Et effectivement, là, dans le cas précis, moi, ce que j'ai compris, et c'est ce que tu disais, John, c'est que le problème, c'était que, contrairement à une implémentation comme Whirlpool de Samurai, où tout ce qui ne rentre pas dans le mix est volontairement gardé dans un wallet à part pour éviter justement que ça soit mélangé en post-mix de manière non volontaire. Ici, ce qui se serait passé sur Wasabi, c'est qu'effectivement, l'utilisateur a fait ses mix et après, il a pris des choses qui avaient été mixées et il les a recombinées avec quelque chose qui n'avait jamais été mixé. Et donc, en fait, c'est comme s'il avait jamais mixé ses fonds. Pour préciser, Euh, ouais, juste pour préciser, euh, Wasabi a tenté d'expliquer que c'était une erreur de l'utilisateur. À ça, on peut dire, il y a deux choses, c'est que Wasabi fonctionne pas tout à fait comme ça. Enfin, il peut pas. Enfin, Wasabi dit qu'en fait c'est une erreur, enfin, de conception du wallet. Et l'autre chose, moi, que je ferai remarquer, c'est que le wallet, il devrait en fait éviter un utilisateur de pouvoir faire ce genre d'erreur. Et donc, effectivement, sur Samurai, on a un outil de gestion de postmix. Donc, c'est en fait un deuxième wallet dans le wallet qui, en fait, empêche l'utilisateur de faire ce type d'erreur. Donc, notamment en bloquant dans le wallet la transaction qui n'a pas été mixée. Donc, c'est des choses qui, pour empêcher l'utilisateur, en fait, de ruiner, en fait, ses gains de confidentialité à partir d'un CoinJoin. Parce que, enfin, une erreur est vite arrivée, quoi. Et il suffit d'une petite erreur et puis tout ton mix, Ah oui, oui, complètement. Ouais. ça C'est l'arrête. ça, ça arrive très Ça vite. l'arrête. On peut ruiner n'importe quel mix en faisant des erreurs un peu bêtes, quoi. Ouais. Ouais, Random, tu voulais intervenir. Ouais, bah, c'était pour parler aussi un peu de l'histoire des mixages de Wasabi, puisqu'on a eu plein de cas différents de démixage. Et bah, ce qui est, comment dire, bizarre, c'est toujours la réaction de Wasabi qui dit oui, c'est des erreurs d'utilisateurs ou qui disent que voilà, leur sécurité est safe, etc. Alors que enfin, c'est prouvé par enfin, différents moyens, etc., que c'est cassé. Et du coup, pourquoi ils font un déni de la situation s'ils sont forcés de le faire ou qu'ils sont payés ou je sais pas. Et puis même si c'était une erreur d'utilisateur, enfin, Wasabi devrait essayer de limiter au maximum ces erreurs-là. Enfin, tu peux pas tout remettre sur l'utilisateur. Mais oui, on est d'accord. Bah Mais oui, surtout quand tu dis oui, je te propose un truc safe, et alors que bah non, c'est pas safe, et qu'après on te dit ah bah non, c'est de ta faute. Bah non, tu me sers un truc safe, il est safe. ouais, Juste pour préciser, Wasabi, c'est doit être l'implémentation de mixage le plus utilisé sur Bitcoin. Voilà, c'est juste pour compléter. après, enfin, c'est pas noir et blanc, Wasabi et, et Whirlpool, parce que, enfin, il y a aussi des concerns sur Whirlpool qui sont quand même assez importants pour moi et que, et qui ne, enfin, on n'est pas tous d'accord sur le sujet, disons. Je supporte aucun des deux. J'aime bien Samurai Whirlpool. Et puis, j'attends de voir ce que va donner la V2 de Wasabi, s'ils arrivent à la finir et à la sortir.
Moi, ce que j'aimerais bien voir, c'est quand même Join Market sur Umbrel. Bah, J'avais beaucoup fait de Join prochaine Market. mise à jour. Ouais. Prochaine mise à jour. Donc, Join Market, c'est une autre. En fait, juste pour en parler, hein, C'est c'est l'ancêtre un peu aussi. des. C'est pas ceux Ouais, qui on sont peut un peu dire ça, mais armés, en mais fait, en fait, en fait, ce qui est intéressant dans Join Market, c'est que contrairement à Samurai et à Wasabi, où en fait, il y a un coordinateur qui s'occupe de mettre les transactions, faire les coin join, etc. Sur Join Market, c'est un peu différent parce que ça passe par des canaux IRC où en fait, c'est le wallet qui choisit en fait des. Donc, en fait, il y a un marché de takers et de makers, hein. Donc, les makers, en fait, ils mettent à disposition leur liquidité et ils se font payer pour ça. Donc, on peut faire comment dire, du ouais. yield farming, entre guillemets, avec Join Market. Donc, en plus, on mixe ses propres coins, mais il faut garder ces coins en fait pendant très longtemps. Mais tout ça, c'est non custodial, hein. Il n'y a pas de smart contract ou quoi que ce soit. Donc, on est toujours en possession des coins et des clés. Et il y a les takers, ceux qui veulent en fait des mix immédiats. Et donc, c'est- ah, Ouais, c'est vrai que c'est une approche assez différente. Vraiment, Join Market, t'as des gens qui viennent fournir de la liquidité en échange de frais, puis des gens qui arrivent et qui veulent juste réussir à mixer leur truc. Donc, c'est possible de fournir de la liquidité dans Join Market et réussir à faire des mix avec les autres. voilà. Et en fait, il y avait un concern sur Join Market où c'était potentiellement un simple de Sibyl, donc le pool de mixage. Sibyl, ça veut dire qu'en fait, on crée des entités, on les multiplie. Et en fait, dans un pool de mixage, si un seul acteur en fait est très présent, bah, il peut démixer les coins. Donc, il y avait un sujet sur Join Market, mais ils ont mis en place un système de bond. Alors, j'ai pas trop creusé, mais pour rendre coûteux en fait un Sibyl. Donc, je trouve que c'est assez intéressant. Donc, j'attends avec impatience de voir ce que ça donnera sur Umbrella. Ouais, parce que un des problèmes de Join Market, c'est que ça se faisait principalement en ligne de commande, même s'il y avait, même s'il y avait une petite UI sur Linux. Et il y a une grosse bounty de 600 millions de sats, il me semble. Je sais pas si ça a augmenté depuis, pour le développement d'une interface web pour Join Market, donc avec API, etc. Et du coup, là, ils sont sur le point de terminer la première version, la V0.0.3. Et donc, du coup, ça devrait arriver sur Umbrel et puis sur, sur Umbrel à la prochaine mise à jour. En C'est plus, c'est- c'est vachement beau. s'ils pouvaient rajouter enfin, les BIP 47 également, ce serait super. Bon, non, allez, désolé. Bon, c'est embêtant parce que là, du coup, on attend toujours Guillaume et il n'est pas là et je pense qu'on a rincé le deuxième sujet. Ben, on a deux possibilités. Ça fait déjà quand même 50 minutes. Donc, soit on arrête maintenant, soit on discute quand même de l'influence des entreprises, des fondations sur le Bitcoin. Mais c'est dommage parce que j'étais pas forcément d'accord avec Guillaume. J'aurais bien débattu avec lui. Bah, enchaînons, à moins que quelqu'un ait des questions sur ce qui est Ouais, CoinJoin, Wasabi, etc. n'hésitez pas. Je vous laisse 20 secondes. N'importe quelle question qui concerne le mixing, Wasabi, Samurai, etc. Voilà. Ah, est-ce que sur Wasabi, puisque moi je l'ai jamais utilisé, j'ai découvert le mixing comme ça automatique récemment. Et du coup, ouais, est-ce que quand c'est un peu comme avec Whirlpool ou quand tu dépenses tes coins ou des fois tu sais, tu as plusieurs sorties mixées et que tu veux payer une personne, est-ce que le portefeuille t'avertit comme quoi tu consolides un mixage et que ça peut potentiellement rendre traçable tes cryptos du coup? Il me semble que justement, un des problèmes de Wasabi, c'est que en fait, il s'occupe juste de faire la transaction CoinJoin.
Il y a aucun truc, il y a aucun mécanisme post-mix pour prévenir ces situations-là, justement. Donc, en fait, tu laisses Wasabi faire ton coin join, mixer tes coins, et puis après, tu te démerdes, tu dois gérer tes IDXO. Enfin, c'est vraiment pas optimal. Ouais, oui, CSC, tu as la parole sur la Oui, question. vous m'entendez? Ouais, bon, ça. Nickel. Ok, d'accord. Alors, c'est juste pour revenir par rapport au mixage, parce que c'est vrai que même moi, j'utilise Samurai, et j'avais été sur leur fil Telegram, et par rapport au mixage, ils m'ont dit que ça fonctionnait, mais à partir du moment où on n'avait pas acheté les bitcoins en KYC. Parce que si on les achète sur un échange et qu'on mixe, du coup, je crois pas que c'est vraiment efficace, du coup. Oui, oui, ça, c'est l'éternel débat aussi. Faut vraiment différencier euh, l'État qui connaît que tu as telle quantité de Bitcoin et puis l'État qui connaît où sont tes Bitcoins. Généralement, tu utilises des services de CoinJoin, mixing, etc. pour briser l'historique, enfin essayer de briser au maximum l'historique de tes coins Ouais, et enfin pour que personne sache ce que tu en fais avec, d'où ils proviennent. Quand tu payes quelqu'un, si tu mixes pas, la personne peut essayer de remonter à tes adresses, à des frais de transaction, etc. Et, et inversement. Mais enfin, quand tu achètes en KYC, l'État, il sait combien tu as acheté, à quel moment. Et après, il peut s'en foutre de est-ce que tu l'as encore, qu'est-ce que tu en fais avec. ouais. C'est ça le truc. Mais c'est pas, c'est lié, mais c'est pas exactement la même chose, on va dire. Parce que du coup, le mieux peut-être, si on les achète en KOSI, c'est peut-être de passer par le Lightning, du coup. Non, mais en Mais fait, faut pas. Ouais, je vais. En fait, non, faut pas confondre. Ouais, comme dit. En fait, peu importe ce que tu fais derrière, même avec un bon mixage, en fait, ouais, effectivement, le service qui t'a vendu les bitcoins, au bout d'un moment, il sera plus en capacité de savoir ce que tu en fais. D'accord? Alors que tu utilises des swaps, que tu ailles dans la défi, tu reviennes, etc., bon, il perdra la trace, c'est une chose. Mais par contre, si l'État un jour veut collecter les personnes qui ont acheté, enfin l'identité des personnes qui ont acheté des bitcoins et veulent connaître le montant, ils le sauront toujours. Enfin, peu importe ce que tu mixes, etc. Peu importe la méthode que tu fais, ça reste problématique. Et en fait, ça, moi, ici, ça, par conception, c'est problématique. Rien de plus que ça, hein. Enfin, et donc c'est déjà beaucoup, hein. Et donc après, on peut s'amuser à dire j'ai perdu mes bitcoins dans un accident de bateau. Euh, Ça marche jusqu'à un certain point. Mais Puisque... après, pour moi, si tu as des coins KYC, enfin, quitte à en avoir, c'est toujours mieux de briser l'historique pour pas suivre que ne pas le faire. Il Mais faut le faire de manière intelligente parce que tous les services de KYC en fait, sont soumis à des contraintes réglementaires et ces contraintes réglementaires, elles passent par l'utilisation de services, de fournisseurs de services d'analyse de chaîne comme Chainalysis. Et donc, ils ont une capacité euh, à pouvoir identifier si des coins ont été mixés ou ce genre de choses. Et ils ont des alarmes qui se font et il y a des profils de risque qui se positionnent pour les utilisateurs. Si le profil de risque il est trop élevé, le service qui vous a vendu des bitcoins, il vous contacte et il vous dit, au fait, monsieur, vos bitcoins, là, machin, est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous en faites? Alors là, vous avez deux possibilités. Soit vous dites, vous expliquez ce que vous faites, je fais rien de mal, voilà, je fais telle chose et puis je déclare mes impôts. Soit vous voulez pas dire ce que vous faites parce que je- ça va droit. c'est ma vie. Et donc là, ils peuvent potentiellement. Alors ça va bon, le profil de risque, il est pas trop élevé, donc ça va, on laisse. Mais si ça se renouvelle, bah voilà, on va augmenter le profil de risque. Soit ils peuvent vous fermer votre compte ou vous dénoncer complètement en fait aux autorités de marché financier, par exemple, ou en gendarme de voilà. Et donc là, ça peut devenir problématique en fait en fonction de ce que vous faites et en fonction des montants également qui vont être en jeu. Plus les montants vont être importants,
et plus enfin, vous augmentez votre profil de risque. C'est pour ça que l'idéal, c'est vraiment d'éviter le KYC, acheter en pair à pair, en utilisant BISC, par exemple, de l'ODL, des solutions comme ça. Ou de miner des coins. Ouais, mais c'est déjà un peu plus compliqué de miner. Et même si vous connaissez d'autres bitcoiners, tout ça, enfin, vous pouvez vous arranger avec eux pour leur acheter 100 balles de bitcoin par-ci, par-là. Vraiment, pair à pair, c'est La vraiment dernière ce qu'il y fois a que de j'ai dit ça, on m'a engueulé. qui t'a Quoi? engueulé, nous. J'ai dit la dernière fois que j'ai dit ça, on m'a engueulé. Oui, mais tu devais parler du Monero, non? Non, c'était Roxy, je crois, il n'était pas content. Parce que Ah, bien sûr, ceci n'est ah, pas un conseil en investissement et, ah oui, c'est et tout vrai, ça, tout ça. c'est vrai. Non, mais et puis si t'as déjà pas, si t'as déjà des coins KYC, bah t'es baisé. Par contre, tu peux les revendre, mais du coup, ça sera taxé. Pour, ouais, c'est compliqué. Ça dépend vraiment, encore une fois, les montants qui sont en jeu, hein. C'est pas la même chose que vous essayez de faire de mixer 10 000, enfin des dizaines de milliers d'euros en Bitcoin et quelques centaines, voire quelques milliers d'euros, quoi. Voilà, c'est le montant fait un peu tout, quoi. Mais après, Ouais, ce qui peut être intéressant aussi, c'est avoir un mini stock KYC, histoire de se montrer voilà, régulier, il n'y a pas de problème, etc. Et après, avoir à côté son stock, entre guillemets, privacy, ou s'acheter bah, de façon pair à pair, etc. Ou bah, voilà, c'est ton stock de confidentialité si vraiment tu as une urgence. ouais. Mais dans tous les cas, pour moi, on devrait mixer par défaut. KYC ou pas KYC, c'est vraiment le mieux à faire, même dans tes transactions de tous les jours, pour éviter qu'on te suive, tout simplement. Quand tu fais un paiement à ton boulanger, t'as pas forcément envie de savoir que juste avant, tu as fait un paiement à une adresse, je sais pas, Carrefour, j'ai une connerie. C'est, faut limiter ta trace au maximum. D'autant que si vous faites des dons à des organisations Ah ouais, sur lesquelles leur statut change en fait du jour au lendemain, hein, enfin du jour au lendemain passe d'une manifestation pacifiste à une organisation terroriste. terroriste. On ne prend pas du tout d'exemple avec l'actualité récente, hein. C'était il y a à peine 2 semaines. Euh, mais ouais, vraiment, ça peut valoir le coup ouais, de mixer ces coins. Ouais, parce que, enfin, on en a parlé la semaine dernière, il me semble, mais suivant le Freedom Convoy au Canada, etc., il y a des autorités canadiennes qui ont récupéré toute une liste d'adresses Bitcoin qui avaient été utilisées pour faire des donations. Et puis, ils les ont tout simplement envoyées aux exchanges pour leur dire surtout blacklister ces adresses, signalez-nous, etc. Alors que si c'était mixé avant-après, il n'y aurait pas eu plus de problèmes que ça. Ah oui, et envoyez pas vos dons directement des exchanges quand même, hein. Bon, Oui. peu importe l'organisation à qui vous faites un don, voilà. Enfin, bon. Ou regarder s'il n'y a pas une autre crypto un peu plus anonyme pour faire des donations. Juste en dépense, hein. Attention. Tu parles de Zcash, hein, je pense, voilà. Lol. Ah, pardon, de Dash, Ok. pardon, excuse-moi, désolé. Et une autre question sur le sujet? Et sinon, on passe au sujet suivant, sur notre cher Guillaume. Ok, let's go. Alors, le dernier sujet, du coup, c'est Guillaume qui sont assez méfiants par rapport à l'influence des fondations, comme par exemple la fondation de Stax et autres grosses entreprises sur l'écosystème Bitcoin. Ok.
Et oui, du coup, on peut se poser des questions sur l'influence d'entités qui pourraient avoir enfin, qui ont beaucoup de fonds derrière eux sur le développement de Bitcoin et les directions qui peuvent être prises au niveau du développement, ce genre de choses. Si par exemple une fondation est prête à mettre plusieurs millions pour le développement de telle ou telle fonctionnalité, Alors enfin, ça, où est-ce ouais, que ça juste s'arrête, quoi. Ouais. ça s'incarne un peu, je pense, dans la blessure de la guerre autour de la taille de la blockchain enfin, les blocs de Bitcoin, donc la fameuse block size war, ou dans lequel, notamment sur les accords de New York, donc bon, il y a un livre là-dessus, mais il y a des articles de Ludovic Lars sur le Journal du Coin voilà, qui retranscrivent un peu ce qui s'était passé, où voilà, des entreprises se sont concertées sans les développeurs Bitcoin Core, sans la communauté Bitcoin, donc vraiment en communauté industrielle pour se mettre d'accord sur le développement et le déploiement de Segwit Twix, qui consistait à mettre en place Segwit et l'augmentation de la taille des blocs dans un second temps. Et donc, effectivement, il y a un sujet qui est assez touchy dans la communauté, euh, enfin, l'influence que peuvent avoir les entreprises, notamment celles qui ont les fonds, pour influencer sur tel et tel fork de Bitcoin, quand bien même ce fork qui serait attendu et souhaité. Ouais, et tu vois, justement, un des trucs que je comprenais pas par rapport à sa position, c'est que Guillaume, il a tendance à être très ouvert à tout ce qui est proposition d'État, de gouvernement, etc., par rapport à Bitcoin, l'accepter, machin. Alors que nous, on se montre souvent un peu plus méfiant quand même. Et par contre, enfin, pour moi, c'est une entreprise et un État, c'est la même chose, quoi. Donc, je comprends, c'est vraiment dommage que ça soit valable, parce que j'aurais bien aimé débattre de ça. Mais, ouais, voilà. Pour moi, Moi, c'est je la même pense chose. que en fait, ce qu'on peut opposer à ça, c'est que l'État, il est externe à l'industrie. Or, des entreprises sont skin in the game. Et donc, forcément, en plus, ils peuvent avoir l'approbation, voilà, ils peuvent contribuer à diviser la communauté. Alors qu'un État, voilà, la communauté Bitcoin est plus à l'encontre enfin, va en opposition à l'État. Donc, c'est un peu, comment dire, c'est un risque en fait qui est un peu plus insidieux euh, que simplement l'État. Donc, effectivement, dans le modèle de menace, il faut prendre en compte ce type d'intervention où une entreprise, BitPay par exemple, enfin, avait contribué en fait à induire en erreur sur Segwit, puisque le tweet, le fameux tweet euh, j'ai oublié son prénom, je suis vraiment désolé, sur BTCP Server là, Nicolas Delorier. voilà, était en réaction donc en fait à un blog, enfin un post sur le blog de BitPay où il disait qu'ils allaient activer Segwit sans dire qu'en fait il disait en fait il prenait en charge Segwit 2X. Et donc Nicolas Delorier en fait a réagi là-dessus pour dire bah vous êtes des menteurs, etc. Et donc ouais, effectivement les entreprises peuvent faire beaucoup plus de mal puisque en fait on leur fait naturellement confiance. En plus BitPay c'était plutôt un acteur et ça l'est toujours, hein, un acteur très reconnu au sein de l'industrie des cryptos et de Bitcoin. Donc, effectivement, c'est pas anodin. Bah, je pense pas que de toute façon on puisse arrêter vraiment un acteur malveillant qui se lance comme ça. Après, ça reste de la responsabilisation où les gens ils voient qu'il y a un truc qui a été ajouté et qui n'a pas été justement annoncé par les développeurs et qui commencent à se poser des questions ou à, bah voilà, à prévenir les gens autour en disant il y a un truc qui est rajouté, on ne sait pas ce que c'est et pourquoi c'est là ou pourquoi on va faire un fork qui donne plus d'agilité sur ceci et moins sur cela, etc. Tout à fait. Et c'est pour ça que l'éthos de Bitcoin, c'est de dire, bah, exécutez, voilà, enfin, lancez faites tourner vos propres nœuds, utilisez-les pour que les gens, en fait, en utilisant Bitcoin, aient enfin,
soit skin in the game en fait au niveau du contrôle de ce qui est fait sur le réseau, quoi. Donc c'est très important. Ça s'est renforcé avec la Block Size War et surtout Segwit2X. Donc, ouais, faut le prendre, je pense, en compte. Après, Guillaume, il dit pas non, hein. Je crois que c'est juste qu'il lance un alerte pour dire attention, peut-être qu'il faut l'intégrer dans vos modèles de menace qu'un acteur, et ça s'est déjà vu par le passé, quoi. Ok. C'est tout là? T'as Bah, t'as rien à dire, Fanny? Non, ouais, bah, effectivement, je crois qu'en plus, Guillaume est plutôt en faveur de BIP 119, en l'occurrence. Donc voilà, c'est plus que il est pour le coup beaucoup moins favorable à ce que fait Stax. Donc je pense qu'il est déjà pas dans de bonnes dispositions de base. Mais effectivement, je pense que c'est quelque chose dont on devrait tous se méfier, de voir le pouvoir que des fondations qui ont des millions de dollars en trésorerie peuvent influencer les développements futurs. Surtout BIP 119, c'est pas un développement anodin, quoi. C'est un truc quand même, voilà, c'est pas une petite feature qu'on rajoute, quoi. C'est un truc assez lourd en termes de changement induit sur le protocole. Euh, bon, il suffit de regarder l'état du développement sur Ethereum, où finalement, quand l'empereur Vitalik parle, tout le monde s'exécute, quoi. Donc voilà, on a vraiment intérêt à s'éloigner de ça et à garder une gouvernance, entre guillemets, du code qui est aussi décentralisé que possible. Ceci étant dit, BIP 119, au travers de Jeremy Rubin, a demandé à ce que les personnes qui sont en faveur de ce changement se signalent. Donc là, ils le font. Et c'est leur droit autant qu'un individu. Mais il faut toujours être précautionneux, c'est clair. Se demander quel est l'intérêt de telle fondation de se positionner de tel ou tel côté. Euh, et voilà, et don't trust verify, quoi. En fait, ça change pas. C'est toujours les trois mêmes proverbes qu'on répète à l'envi. Euh, voilà, c'est vrai que c'est dommage qu'il n'y ait pas Guillaume. et après, Stax, leur truc, c'est qu'ils disent natif, mais il me semble que c'est quand même une sidechain Bitcoin avec des smart contracts. Donc je pense que eux, ils supportent 119 parce que ça pourrait leur être vachement utile d'avoir des sortes de covenants sur Bitcoin. Enfin, on en avait parlé déjà une fois. euh, Parce que en fait, le BIP 119, il permet de rajouter des conditions de dépense. Ouais, en gros, il rajoute des conditions de dépense sur la forme que la transaction de dépense peut prendre. Donc je pense que eux, ça peut leur servir, donc ça fait assez sens qu'ils le supportent. Ok, bon bah si vous n'avez plus rien à rajouter, on va pouvoir conclure. Est-ce que vous avez des questions, les auditeurs? N'hésitez pas en bas à gauche. Ou des remarques, des trucs à ajouter, vous voulez nous insulter parce que vous n'êtes pas d'accord, n'hésitez pas. Enfin, les insultes, tranquille, quoi, mais allez-y. Et sinon, cet épisode sera disponible sur toutes vos plateformes de podcast préférées. N'hésitez pas à vous N'oubliez abonner, pas, mettre un pouce bleu, et activer la merci au cloche. Patreon. Merci à ceux qui nous soutiennent. Et du coup, bah, on va pouvoir clôturer, hein. Ouais. Mais merci à tous de nous avoir écoutés ce soir. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Merci d'avoir écouté notre podcast, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à le partager sur les réseaux et nous mettre une note sur votre plateforme de podcast préférée, ça nous aide énormément. Ceci était une production Découvre Bitcoin, je vous retrouve très bientôt sur les réseaux. Merci à vous et n'oubliez pas de le partager grandement. Salut!